Maintenant, et pour conclure la matinée, nous allons écouter Éric Hazan, qui est l'auteur d'un très beau livre que j'admire depuis longtemps, depuis sa publication, que j'avais déjà cherché à faire venir il y a quelques années dans l'un de mes cours, pour nous parler de Paris. Il est l'auteur de ce livre « L'invention de Paris », qui date de 2002 et qui a connu plusieurs éditions en poche, illustrées, divers formats. Il est aussi l'auteur de nombreux autres ouvrages sur d'autres sujets, mais aussi sur Paris, y compris une traversée de Paris, plus récemment. Et alors, je lui avais demandé de parler des quartiers de la chiffonnerie dans ce Paris du XIXe siècle. Quand Antoine Compagnon m'a fait cette proposition de participer à ce colloque sur le thème du Paris des chiffonniers, je me suis dit, bon, c'est le Paris des pauvres, c'est un sujet que je connais un peu, ça va aller tout seul. Erreur. Le Paris des pauvres, c'est une histoire sans fin. On ne sait pas quand elle commence, elle doit commencer même bien avant les cours des miracles médiévales. Et puis, elle n'est pas finie, hein, elle continue sous nos yeux. Il suffit d'aller sous le métro aérien du côté de Stalingrad pour le constater. C'est une histoire sans limite de temps. Alors qu'au contraire, totalement différente est l'histoire du Paris des chiffonniers, qui, elle, a des frontières temporelles tout à fait claires. Ça va, disons, des dernières années de l'Ancien Régime au début de la Troisième République, du temps Diderot Mercier, au temps de Zola, et on peut pousser éventuellement jusqu'au jeune Carco. Voilà, un gros siècle. Alors, qu'est-ce qui explique la percée des chiffonniers à Paris, au temps de Mercier, au temps, disons, à la jonction des XVIIIe et XIXe siècles? Qu'est-ce qui l'explique? C'est clair, je pense que le cours d'Antoine Compagnon il nous l'a déjà susurré en début de séance, de matinée. C'est le moment de l'apparition de la presse et de l'édition moderne. Bien sûr, auparavant, il y a longtemps qu'on imprimait des journaux et des livres, mais en petite quantité, si bien que si on parle tonnage de papier, c'était dérisoire, quoi. Alors que là, soudain, avec le succès incroyable de l'encyclopédie de Diderot d'Alembert, Darnton évalue à peu près à 20 000 le nombre de collections complètes de l'encyclopédie qui circulent en Europe vers 1800. 20 000 collections complètes de l'encyclopédie, c'est du papier, ça. Avec ça, avec l'essor extraordinaire de la presse sous la Révolution, avec un peu plus tard, alors dans les années 1810, l'apparition de la presse à vapeur, qui arrive de Londres, du Times de Londres, mais qui arrive rapidement à Paris, avec les modifications dont Christopher a parlé sur la fabrication même du papier à partir du chiffon. À partir de ce moment-là, les besoins en papier augmentent d'une manière extraordinaire. Et à l'époque, le papier, c'est les vieux papiers et le chiffon, c'est-à-dire essentiellement la récolte du chiffonnier. Bien sûr, on l'a dit plusieurs fois dans la matinée, il récolte tout autre chose, mais quand même, son fonds de commerce, c'est le chiffon et les vieux papiers pour faire du papier. Alors, où sont-ils dans Paris, ces chiffonniers? Eh bien, à l'âge d'or du chiffonnier, l'âge d'or, c'est, disons, l'époque de
de Baudelaire, de Daumier, de Murger. À cette époque-là, nous sommes dans le Paris des 12 arrondissements, à l'intérieur du mur des fermiers généraux. Et les chiffonniers, ils se trouvent dans l'arrondissement le dernier, le 12e, celui dont Balzac parle au début de l'interdiction. Il dit « Le 12e arrondissement, le plus pauvre quartier de Paris, celui dans lequel les 2/3 de la population manquent de bois en hiver, celui qui jette le plus de marmots autour des enfants trouvés, le plus de malades à l'Hôtel-Dieu, le plus de mendiants dans les rues, qui envoie le plus de chiffonniers au coin des bornes, le plus de vieillards souffrants le long des murs où rayonne le soleil, le plus d'ouvriers sans travail sur les places, le plus de prévenus à la police correctionnelle. Le plus de chiffonniers au coin des bornes. Les bornes, bon, ce sont ces pierres, ces repères qui servent aux habitants de repères pour y placer leurs déchets le soir, déchets que les tombereaux de la voirie vont récolter le matin. Alors, c'est quoi ce 12e arrondissement dont parle Balzac? Géographiquement, c'est à peu près, ça correspond à peu près à la montagne Sainte-Geneviève, avec ses deux versants, le versant nord, quartier latin, jusqu'à Maubert, jusqu'à la Seine, versant sud, le faubourg Saint-Marceau, avec comme grand axe la rue Mouffetard, qui descend à ce moment-là quasiment du Panthéon jusqu'à la barrière d'Italie, dans la place d'Italie actuelle. Alors, où sont-ils dans ce 12e arrondissement, les chiffonniers? Eh bien, un peu partout. À 150 mètres de là où nous parlons, la rue Chartière, qui n'était pas encore une impasse comme elle l'est aujourd'hui. La rue Chartière, c'était une rue qui prolongeait la rue Jean de Beauvais jusqu'au lycée Louis-le-Grand. C'était une rue de chiffonniers. Alors, un peu partout, donc ils partageaient finalement la misère de ce 12e arrondissement, avec toutefois quand même pardon, une densité plus importante entre Maubert et la Seine et dans le haut de la rue Mouffetard. Les plus vieux d'entre nous se souviennent sûrement que dans les années 50, je fais une parenthèse, que dans les années 50 du siècle dernier, 1950, c'était encore des quartiers misérables. La place de la Contrescarpe et le haut de la rue Mouffetard, c'était le domaine des clochards. Quant au quartier Maubert, entre la rue Frédéric-Sauton, la rue de Bièvre, etc., c'était des hôtels qui louaient à des ouvriers algériens des chambres à la semaine ou au mois. Aucun président de la République n'aurait songé alors à aller s'installer par là-bas. Ce n'était pas pensable. Alors, c'est donc dans ces quartiers que vivent les chiffonniers. C'est là qu'ils habitent, c'est là qu'ils trient leurs récoltes qui vont ensuite apporter aux maîtres chiffonniers, qui sont des sortes de grossistes qui ont des entrepôts, des hangars dans les mêmes quartiers. C'est là qu'ils vivent, mais c'est probablement par là que se fait l'essentiel de leur récolte nocturne, avec la hotte, le crochet et la lanterne. C'est probablement pas là. J'ai pas trouvé trop de données là-dessus, mais on peut un peu conjecturer. Ils vont pas trop là parce que dans les quartiers pauvres, les déchets sont pauvres. Alors qu'il faut aller, si bien qu'il faut aller dans les quartiers plus huppés pour trouver des choses intéressantes. Alors, si on est à la montagne Sainte-Geneviève, il faut aller assez loin sur la rive gauche. Si on se contente à la rive gauche, il faut aller assez loin. Il faut aller jusqu'au faubourg Saint-Germain.
Parce que la partie de Paris située entre, disons, la montagne Geneviève et Faubourg-Saint-Germain, cette partie de Paris qui est aujourd'hui une des plus recherchées, une des plus chères certainement, hein, l'Odéon, Saint-Germain-des-Prés, Saint-Sulpice, tout ça, à l'époque, ce n'est pas du tout des quartiers riches, pas du tout. Il y a des axes élégants, par exemple l'axe rue de Seine, rue de Tournon, entre l'Institut et la Chambre des Pairs, ça oui. Mais en dehors de ça, Balzac, il parle par exemple, dans La Messe de l'Athée, Petite Merveille, il parle de la rue des Quatre Vents, qui est aujourd'hui une charmante parallèle à la rue Saint-Sulpice, avec des restos et des bars. Hein. Eh bien, c'est dans La Messe de l'Athée, le grand Desplein, le chirurgien le plus célèbre de l'époque, raconte à son élève Bianchon sa jeunesse. Il passe rue des Quatre Vents. En ce moment, Bianchon et le grand homme, c'est Desplein le grand homme, se trouvaient dans la rue des Quatre Vents, une des plus horribles rues de Paris. Une des plus horribles rues de Paris. Desplein montra le 6e étage d'une de ces maisons qui ressemble à un obélisque, dont la porte bâtarde donne sur une allée au bout de laquelle est un tortueux escalier, éclairé par des jours justement nommés jours de souffrance. Alors, sur la rive gauche, il faut donc faire pas mal de chemin avec à la haute sur le dos jusqu'à arriver au Faubourg Saint-Germain. Donc, il est probable que au moins les chiffonniers de la pente nord préféraient traverser la Seine pour aller faire leur récolte du côté du quartier de l'Arsenal et du Marais. Le Marais n'est plus, évidemment, à l'époque, le Marais glorieux de Madame de Sévigné ni dans l'enclos, mais ça reste un quartier bourgeois relativement aisé. Ce qui est à peu près sûr, c'est que les chiffonniers ne se mélangent pas trop aux ouvriers. Dans le quartier le plus industriel de ce Paris, avant la grande révolution industrielle, au Faubourg Saint-Antoine, avec ses usines de papier peint, ses miroiteries, ses ébénisteries, enfin toute cette petite industrie de l'ameublement et de la décoration. Le quartier est pauvre, mais il ne semble pas que les chiffonniers y soient tellement rencontrés. Et de façon générale, on peut dire qu'il y a entre ouvriers et chiffonniers une sorte de mépris réciproque. Les ouvriers considèrent les chiffonniers comme des clodos alcooliques et bons à pas grand-chose, et les chiffonniers considèrent les ouvriers comme des esclaves de leur patron, alors qu'eux sont des hommes libres. D'ailleurs, dans toute la série longue des soulèvements, insurrections, révolutions de cette première moitié du XIXe siècle, on ne voit pas figurer les chiffonniers, sauf une fois où ils font leur insurrection à eux. Prendergast en a dit 3 mots tout à l'heure. En avril 1832, au moment de la grande épidémie de choléra, la municipalité décide de tout nettoyer et d'empêcher les chiffonniers de faire leur boulot. Alors, ils font une émeute qui est très bien décrite par Heine dans une de ses lettres qu'il envoie régulièrement de Paris, à l'époque, à la Gazette d'Augsbourg. Comme leur protestation ne servira à rien, les chiffonniers cherchèrent à faire tomber par la violence la réforme du nettoiement. Ils tentèrent une petite contre-révolution, soutenue par leurs alliés, les revendeuses, vieilles femmes qui étalent les brocantes le long des quais, les puantes guenilles qu'elles achètent aux chiffonniers. Alors, nous vîmes la plus repoussante de toutes les émeutes. Les nouvelles voitures de nettoiement furent brisées et jetées dans la Seine. Les chiffonniers se barricadèrent à la porte Saint-Denis et les vieilles marchandes de loques combattirent avec leurs grands parapluies sur la place du Châtelet.
la générale bâtie, Casimir Perrier, qui n'était pas encore mort du choléra, mais ça ne va pas tarder, Casimir Perrier fit rappeler à son tambour ces myrmidons du fond de leur boutique, le trône bourgeois trembla, la rente tomba, les carlistes jubilèrent. Ceux-ci avaient enfin trouvé leurs alliés naturels, chiffonniers et revendeuses de guenilles, lesquels se prévalent des mêmes principes, se font les champions des vieilles coutumes, des traditions d'ordure, des intérêts de pourriture de toute espèce. Mettre ensemble les chiffonniers et les partisans de Charles X, il fallait vraiment être Heine pour le faire. Alors, combien étaient-ils ces chiffonniers, disons, à la veille de la grande révolution industrielle, dans les années Baudelaire, disons? Les chiffres sont très variables et les plus plausibles sont ceux de Frégier. Frégier, qui était, comme on l'a indiqué au début de la séance, chef de bureau à la préfecture de la Seine. Et il savait de quoi il parlait parce que depuis 1828, comme Madame Simon l'a montré au début, les chiffonniers ont été, comment dire, régularisés, c'est-à-dire qu'ils devaient avoir une plaque avec un numéro et leur nom. Donc ça permettait de les compter, sachant qu'on faisait certainement une grosse erreur par défaut, parce qu'ils n'allaient certainement pas tous se plier au règlement. Alors Frégier, en 1838, il écrit un mémoire qui s'intitule « Des classes dangereuses de la population dans les grandes villes et des moyens de la rendre meilleure ». Alors, il recense les ouvriers, et il dit, dans le même paragraphe, en outre, après avoir décompté tous les ouvriers, 2000 chiffonniers et à peu près pareil nombre de femmes et d'enfants exerçant la même profession, en tout 4000. Dans la classe vicieuse, composée des individus qui se livrent habituellement à la fainéantise ou à l'intempérance, le nombre des ouvriers n'est pas moindre d'un tiers du maximum de la masse. Et il dénombre ouvriers vicieux 35 000, ouvrières vicieuses 20 000. Quant aux chiffonniers, la partie corrompue peut être évaluée à moitié, c'est-à-dire 2000, y compris femmes et enfants. Donc voilà, c'est l'ordre, disons, c'est peut-être pas le chiffre juste, mais c'est un ordre de grandeur. À tout ce que je viens de dire jusque-là, ça porte, disons, sur les années dont on a parlé au début, c'est-à-dire au fond les années du romantisme. Mais il va survenir dans la deuxième moitié du siècle, de grands bouleversements qui vont aboutir au déclin et même à la fin à la disparition de la profession. Le premier bouleversement, qui survient avant même que l'on passe du Paris des 12 arrondissements au Paris des 20, avant même que l'on annexe les villages de la Couronne et qu'on abatte le mur des fermiers généraux, le premier bouleversement, c'est urbanistique. C'est-à-dire qu'il va y avoir des grands travaux, il va y avoir des percements de nouvelles voies, il va y avoir de la spéculation foncière et des lotissements. Tout ça va aboutir à densifier le centre-ville. Donc à supprimer ces espaces vagues qui étaient alloués, enfin alloués c'est peut-être un mot un peu fort, où on permettait aux chiffonniers de s'installer. Les espaces vagues se réduisent et les chiffonniers sont progressivement poussés vers la périphérie de la ville. Alors, ils s'y installent dans ces régions plus périphériques sur un mode dont on a déjà parlé, dont Marie-Soeur a parlé au début, dans la première communication, sur le mode de la cité. C'est-à-dire, c'est à peu près toujours pareil, c'est-à-dire qu'un propriétaire achète dans ces régions périphériques pour pas très cher un terrain et il va le lotir, et il va le lotir en particulier à des chiffonniers. Alors, où sont-elles ces cités?
Il y a la Cité dorée, dont on a déjà parlé longuement. Je ne vais pas insister trop là-dessus. C'est la première en date, c'est la plus célèbre. Elle était située de l'autre côté de la Salpêtrière, à l'est de la Salpêtrière, à la barrière de Deux-Moulins. Aujourd'hui, ça serait sur le boulevard Vincent-Auriol, du côté de la place Pinel, par là. Bon, il y a celle-là. Il y a d'autres cités. Il y avait des cités à la butte aux Cailles. Il y avait des cités à l'île des Singes. L'île des Singes, c'était une petite île qui résultait de la division en deux de la Bièvre derrière les Gobelins. Elle se divisait en deux, elle laissait une île au milieu. Sur cette île, il y avait une colonie de chiffonniers. Il y en avait une, la cité Maupit, rue Marcadet, très importante, et puis une cité dont vous avez vu aussi dans la première communication, vous avez vu des images, qui est la cité du Père Corday, qui était dans la plaine de Vaugirard. Donc, vous voyez, on est en périphérie, et à mesure que le siècle avance, les chiffonniers vont être chassés de plus en plus loin, jusqu'à se trouver à un moment donné au-delà des fortifications construites en 40, des fortifications de Thiers, c'est-à-dire dans la banlieue actuelle, c'est-à-dire pour l'essentiel dans la banlieue la plus pauvre, celle du nord et de l'est, à Pantin, à Saint-Ouen et beaucoup à Clichy. Le deuxième bouleversement, qui se produit en 1883, le préfet de la Seine, qui s'appelle M. Poubelle, arrête, que désormais les ordures ne seront plus déposées à même le sol, mais dans des caisses en métal. À l'intérieur, que les concierges sortiront le matin, 1 heure avant le passage des tombereaux, ce qui laissait donc en principe aux pauvres chiffonniers 1 heure entre le moment où la poubelle est dehors et les tombereaux vont passer. Alors là, on voit apparaître une dichotomie à l'intérieur des chiffonniers, du monde des chiffonniers. Il va y avoir les placiers et les coureurs. On en a parlé. Je vais vite. Les placiers, ils ont obtenu des concierges la permission de fouiller à l'intérieur même des maisons. Alors pour eux, c'est cocagne. Ils sont quasi titulaires de leur place. Fini la haute et tout ça, ils ont une carriole et même éventuellement un cheval. Vous en avez vu des photos. Donc pour eux, tout va bien. Les coureurs, par contre, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils courent, les pauvres. Ils courent pendant cette petite heure qui leur est allouée pour faire leur récolte. Là, on n'est plus du tout dans l'image du chiffonnier de l'époque romantique. C'est vraiment tout à fait autre chose. Enfin, le troisième bouleversement qui se produit, alors là, on en a discuté tout à l'heure, on ne sait pas trop bien la date, mais c'est progressif en tout cas, le remplacement du chiffon par le bois. Ça se passe vers, disons que ça prend son essor dans les années 1860. Le chiffon ne suffit plus parce que les besoins ont encore beaucoup augmenté. Les besoins de papier ont encore beaucoup augmenté. Pourquoi? À cause, non pas de la presse et de l'édition, mais de l'industrie. L'industrie a soudain d'énormes besoins en papier pour les cartons. Vous vous rendez compte, les cartons, ce que ça représente, c'est gigantesque. Donc, ça multiplie. Donc, à ce moment-là, la pâte à bois devient la matière première essentielle et progressivement élimine le chiffon de la fabrication du papier. D'où le déclin de la profession. Dans les très jolies photographies de Saunier que vous nous avez montrées au début de la séance, les photographies d'Adger, l'album sur les sauniers, on peut en effet trouver sur quelques-unes des images, on peut arriver à dénicher quelques ballots de chiffon, mais dans l'ensemble, ces gens-là, que ce soit à la cité Valmy, que ce soit en bas du côté de la porte d'Ivry sur le boulevard Masséna, quel que soit l'endroit,
eh bien, au fond, ce sont des pauvres comme les autres, ce ne sont plus guère des chiffonniers. Et on peut dire que vraiment, au tournant du 19e, 20e siècle, Paris a perdu ses chiffonniers. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup de cette belle présentation. Lorsque j'ai fait mon cours, l'une de mes découvertes, c'était en effet que le Collège de France était au cœur de l'industrie du chiffonnage au XIXe siècle. Et vous n'avez pas évoqué cette fameuse cité de Latran, l'enclos de Latran, le cloître de Latran. Il nous reste la rue de Latran qui occupait ce grand espace juste en face du Collège de France, jusqu'au boulevard Saint-Germain, de la rue Saint-Jacques jusqu'à la rue Jean de Beauvais, qui était une forteresse de l'Ancien Régime. Et il y a un chapitre de Privat d'Anglemont qui décrit cet enclos Saint-Jean de Latran comme le repère de tout ce qu'il y a de plus sordide dans Paris, hein, le repère du chiffonnage parisien. Il est là, puis il y a les ramoneurs aussi. Tout le monde est dans cette immense caserne, enfin forteresse transformée en dépôt, où il y a aussi la tour, qui est juste en face du Collège de France, qui était la tour de dissection de Bichat, où on trouve les cadavres. C'est là qu'avaient lieu les dissections, juste en face. Et je parlais tout à l'heure de Claude Bernard, hein, Claude Bernard et Magendie avant lui, qui faisaient une grosse consommation de chiens et de chats pour leurs expériences en laboratoire. Il me semble qu'ils se fournissaient directement en face, hein, avec les chats et les chiens du quartier pour leurs expériences sur la gélatine. Quelle tour, là? La tour Bichat. Elle était juste en face du portail du Collège de France. J'ai montré dans mon cours des gravures où on voit la vue depuis la cour du Collège de France, et la tour est juste en face. Ah ouais. Ça s'appelait la tour Bichat, c'était la tour de ce château fort qui était là, qui est comparée au moment où elle a été détruite à la tour Saint-Jacques. Et il y a beaucoup d'auteurs qui se sont désolés au moment de sa destruction. Donc tout ce quadrilatère est détruit d'abord au moment du percement de la rue des Écoles, et puis il y a encore l'église qui est à la place de l'école, qui est l'église et à la place de l'école qui est rue c'est rue de Latran, hein, et l'école primaire. Et ça, c'est détruit en 1854. Donc, c'est tout ce quadrilatère. Mais le Collège de France coïncidait avec... donc, c'était un endroit tout à fait central. Hein. C'est intéressant de voir que ce 12e arrondissement était à la fois celui de l'université et celui de la plus grande pauvreté parisienne. Mais ça a duré très longtemps. Le quartier latin que décrit Carco de Montmartre au quartier latin, c'est misérable, misérable. Et quand je suis arrivé à Paris, 1970, comme étudiant, on allait manger dans rue de Bièvre. Ce n'était pas encore rénové, donc on n'avait pas encore... C'était les couscous, le meilleur marché de tous les quartiers. Oui. Et c'est là qu'on allait. Quant à la rue Mouffetard, en 1970, elle était encore peu ragoûtante. Hein, oui. Il y a aujourd'hui un café qui a une magnifique enseigne au Vieux-Chêne. Oui. C'était un café où on ne pouvait pas entrer si on n'était pas clochard. On se serait senti... Non, je ne pense pas qu'on se serait fait casser la figure, mais on se serait senti tout à fait déplacé. Alors, vous avez aussi beaucoup parlé, c'est évidemment un point très important, puis j'y ai accordé beaucoup d'importance dans mon cours, c'est le rapport entre chiffonnier et ouvrier, hein, notamment pour apprécier la justesse des thèses de Walter Benjamin, qui fait du chiffonnier une sorte de représentant du prolétariat. Or, en effet, tout tend à nous montrer qu'il y a peu de sympathie entre le faubourg Saint-Antoine et le faubourg Saint-Marceau. Pour dire le moins. Oui. Pour dire le moins. Et je vais citer cette phrase de Maxime Ducamp que je trouve remarquable. Un jour où une courtisane revient du champ de course de Vincennes et sa voiture est
coincé dans un embouteillage Faubourg Saint-Antoine. Et il y a les colibés des ouvriers contre cette courtisane. Et un jeune garçon dit, en la libérant, laissez passer les chiffonnières de l'avenir. Les courtisanes comme futures chiffonnières. À la fois, on a ce topos de la courtisane comme future chiffonnière et l'hostilité d'un faubourg contre l'autre. Ça, c'est évidemment très important. Tout à l'heure, Myriam Simon nous a montré cette belle caricature de Daumier de 1830 où on voit les chiffonniers à qui on vole la Révolution. Et le chiffonnier a encore le bonnet de police de l'ancien grognard sur cette caricature. Donc, ça, c'est un chiffonnier qui, en 1830, on aurait pu lui voler la Révolution, mais n'oublions pas que ça peut être aussi comme bonapartiste en 1830 et pas du tout nécessairement comme républicain. Puis vous avez rappelé le texte de Heine. Et en effet, en 1832, dans les journaux légitimistes, on soutient les chiffonniers. On les soutient en 1932 parce qu'ils font partie parce qu'ils sont hostiles. Ouais, les légitimistes, ils soutenaient tout. Il y avait même des légitimistes qui ont fait partie des émeutiers pendant les journées des 5 et 6 juin 1832. Il y avait des carlistes parmi eux. Oui. Alors ça rappelle par haine de Louis-Philippe. Alors, comme le père Bribri là, du mystère du peuple qui est sur la barricade en 48, bon, là aussi c'est un chiffonnier un peu idéal, celui-là d'Eugène Sue. Quant au chiffre des chiffonniers, au moment le chiffre des chiffonniers médaillés dans la plupart de cette période, puisqu'il y a les médaillés à partir de 1828, c'est à peu près 6 000. Mais les chiffres de la préfecture de police pour les chiffonniers, la totalité médaillée, non médaillée, c'est 30 à 40 000. Et lors des débats parlementaires là, en 1883, au moment de l'arrêté poubelle, on chiffre les chiffonniers et leurs familles élargie, à Paris à 200 000. Oui, le chiffre de 4 000 que donne Frégier est peu vraisemblable. C'est au début. Oui. Ça a augmenté. C'est le nombre des médaillés. C'est ça. Donc, mais ils n'allaient pas tous se médailler. Mais ensuite, ils ne sont pas tous médaillés, et les médaillés sont à peu près 6 000 durant cette période. Alors, il y a un quartier dont vous n'avez pas parlé, qui m'intéresse bien aussi, c'est la Petite Pologne. Ah oui, oui. La Petite Pologne, qui est le bas de la rue du Rocher. Qui est du côté d'aujourd'hui, c'est Saint-Augustin. C'est, oui, Saint-Augustin, où il y avait une voirie. À la place de l'église Saint-Augustin, le bas de la rue du Rocher, il y avait la voirie, et là aussi, c'est présent dans les mystères de Paris. Si mes souvenirs sont bons, c'est très présent, la Petite Pologne. Le musicien, le vieux musicien de Manet, je crois c'est à la Petite Pologne qu'il est. La Petite Pologne. Manet aurait encore connu la Petite Pologne, tout juste. Tout juste. Tout juste, parce qu'il avait son atelier rue. Pas très loin. Pas très loin, rue d'Amsterdam. Rue de Saint-Pétersbourg et d'Amsterdam. Donc la Petite Pologne a encore pu exister à ce moment-là. Oui, parce qu'elle est disparue au moment de la construction de la gare Saint-Lazare. C'est ça. Et de Saint-Augustin, qui est de Baltard aussi. Plein de questions. Donc, on a le temps de quelques interventions.